lundi 4 mars. Mon nom est Martin Simon avec un C. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode de F1 Podcast. Pour vous aujourd'hui, retour sur le week-end de course, le tout premier de la saison qui avait lieu à Bahreïn. Je vais revenir sur les séances de qualification qui avaient lieu vendredi et le Grand Prix qui a eu lieu samedi. À la fin de l'épisode, il y aura aussi les réponses à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou adresse courriel F1podcast en un mot à commercial@gmail.com. Mais tout d'abord, l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de la FSR Team, la Friendsim Racing, qui vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de ne rien manquer de l'action de leur championnat qui se dispute présentement les soirs de semaine sur la chaîne YouTube du GTCQ.tv. Tout d'abord, dans l'actualité, un dossier qui ne finit plus de pas finir, eh bien, c'est celui de Christian Horner. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire, qui ont manqué une grosse partie de la pré-saison ainsi que du début de saison, eh bien, Christian Horner a subi une enquête externe ou déclenchée par l'interne concernant des allégations de conduite inadéquate. Donc, à ce moment-là, c'est une ex-employée qui aurait soulevé une plainte à l'égard du comportement de Christian Horner. S'en est subi plusieurs rumeurs. Il y en a qui mentionnaient même qu'on avait demandé à Christian Horner de démissionner, ce qui était complètement faux. Finalement, l'enquête a révélé qu'il n'avait pas de preuves suffisantes pour justement le remercier ou se débarrasser de celui qui est là depuis les tout débuts de Red Bull en Formule 1. Donc, il est arrivé en 2005. Il était aussi le plus jeune directeur d'une écurie, Dietrich Mateschitz, qui est le défunt propriétaire de Red Bull, lui avait fait une énorme confiance en lui donnant les règnes d'une écurie de Formule 1. Et on doit avouer qu'il ne s'est pas trompé. Il a vraiment emmené Red Bull à plusieurs championnats depuis ces années-là. Et ça a été une progression qui a été très rapide. Quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement vu avant ça en Formule 1. Surtout pas pour une compagnie qui n'est pas un manufacturier automobile à la base. Eh bien, on a su au début de la semaine que justement cette enquête-là avait mené nulle part, qu'on n'avait pas de preuves suffisantes et que le reste du dossier resterait confidentiel. Du moins, c'est ce qu'on croyait du côté de Red Bull jusqu'à temps que des preuves soient envoyées dans les paddocks de façon un peu anonyme par courriel. Donc, il y a certaines personnes, certains médias qui ont reçu ce courriel-là d'une source justement anonyme. Et puis, dedans, ben, ça montre des choses là, qui pourraient avoir un lien avec l'enquête ou qui pourraient aussi ne pas en avoir. Parce qu'on peut vous dire là, que si c'était ça le dossier de preuve, ben, on comprend pourquoi la plainte a été laissée tomber, parce qu'il n'y a pas grand-chose de concret ou quelque chose qu'on peut vraiment rattacher à Christian Horner pour lui faire justement perdre son emploi. Je vous mets un peu dans la situation, là, c'est des conversations sur l'application WhatsApp qui est très populaire du côté européen. Ici, il y a quelques personnes qui s'en servent, mais du côté européen, on entend souvent parler là, que les gens communiquent avec ça. Donc, WhatsApp, cette application-là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y aurait une conversation entre une personne qui s'appelle CH, donc pour les initiales de Christian Horner, et cette personne-là aurait envoyé à cette demoiselle-là qui a porté plainte. Donc, on voit dans le document un homme nu inconnu, donc c'est le cas de le dire, un homme nu inconnu. Eh bien, ça, on n'est pas capable justement de prouver que c'est Christian Horner, puis ça ne lui ressemble pas nécessairement d'après les personnes qui ont analysé la photo. Je me suis pas prêté au jeu, vous me pardonnerez là, j'ai pas été me sacrifier pour vous, mais il y a rien qui permet d'établir que c'est nécessairement Christian Horner, le directeur PDG de Red Bull Racing. On a aussi des photos de des repas, ce qui n'est pas nécessairement illégal, parce que sinon il y a plusieurs personnes qui perdraient leur emploi si envoyer des photos de nos repas à des collègues de travail était illégal. Et sur ces autres-là, on a des conversations qui pourraient laisser croire à interprétation qu'il se passe quelque chose, mais rien non plus de concret ou qui dépasse les bornes nécessairement. Et ensuite, on voit aussi une photo de Christian Horner avec un manteau et puis une autre photo de Christian Horner qu'on peut identifier, mais avec une casquette. Donc, des photos qu'on est capable de relativement trouver facilement sur les réseaux, là, sur Google et ces choses-là. Donc, il n'y a rien dessus qui prouve que ça vient nécessairement de Christian Horner, mais il n'y a aussi rien qui prouve que ces preuves-là ont fait partie du dossier de l'enquête. Ça peut être n'importe qui a ramassé ça puis qui a décidé de foutre le trouble en envoyant ça à des personnes clés, à des journalistes, à des personnes dans les paddocks. Donc, la seule chose qu'on peut continuer à dire, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui en veut au directeur de Red Bull personnellement, qui veut vraiment entacher sa carrière ou même lui faire perdre son emploi. Est-ce qu'on peut dire que
il n'a rien à se reprocher. On peut pas nécessairement le mentionner, mais il faut quand même donner le bénéfice du doute à quelqu'un. Je pense que chaque homme a le droit à un procès équitable ou à une enquête équitable ou du moins à prouver son innocence. Il y a surtout rien de criminel dans ce qui se passe. C'est sûr que c'est pas le genre de comportement qu'on souhaite. C'est pas des choses qu'on souhaite envoyer à des gens. Sauf que pour l'instant, on peut pas prouver nécessairement que c'est lui. N'importe qui pourrait subir du chantage comme ça. C'est peut-être justement quelqu'un qui a essayé de lui soutirer de l'argent, puis on a décidé d'aller plus loin, puis on a décidé de pousser ça plus loin. Ça faisait peut-être même partie des preuves de Christian Horner. Il a peut-être même montré à ses employeurs qu'il avait été victime de justement de quelqu'un qui essayait de l'extorquer, puis de tout ça. Les personnes qui étaient concernées, qui ont regroupé un dossier de plus de 100 pages, qui ont enquêté plus de 60 heures d'interrogation, ont laissé tomber les plaintes. Donc je ne pense pas que ce message-là, en tant que tel, ce courriel-là, va venir changer la situation. Et Christian Horner était de cet avis-là quand il a mentionné dans les paddocks qu'il était sûr à 100% d'être au prochain Grand Prix d'Arabie Saoudite. On lui a demandé du côté des journalistes. Et il y a même le propriétaire thaïlandais de Red Bull qui a fait le voyage. On ne le voit pas souvent dans les paddocks, mais était là pour le week-end pour soutenir Christian Horner et lui montrer son appui une fois de plus. On sait qu'il détient 51% des actions de Red Bull, donc sa parole a beaucoup d'impact, a beaucoup ça pèse fort là, dans la balance quand que cet homme-là décide pas mal dernier mot avec 51% de ses actions. Et il y a aussi Gerald Spice Girl, où on peut dire qu'elle est toujours une Spice Girl. Je pense qu'on reste Spice Girl à vie. À ce moment-là, elle aussi, elle a accompagné son mari dans les paddocks pour montrer son soutien et comme quoi ils sont toujours unis dans leur mariage. Et parlant de mariage ou plutôt de divorce, eh bien c'est Gunther Steiner qui était dans les paddocks qui retrouvait les gens de la série Drive to Survive parce que oui, les gens étaient bel et bien dans les paddocks. Les gens de Netflix continuent de ramasser des images, même si on n'a toujours pas vraiment confirmé qu'il y aurait une 7e saison. Ben, sachez qu'on ramasse quand même du matériel là, pour préparer un reportage et on était là pour suivre Gunther Steiner. Donc, bonne nouvelle, leur personnage principal, si on confirme une 7e saison, il devrait être de retour. Il était là parce qu'il travaille, il s'est trouvé un nouvel emploi. Il travaille comme analyste pour un réseau allemand, si je me trompe pas. Et puis, il en a profité un peu pour parler, éclaircir un peu le sujet sur ce qui est arrivé avec Gene Haas, la situation. Et puis, vous serez certainement pas surpris d'apprendre qu'il a mentionné qu'un des problèmes chez Haas était le budget. Oh non, pas le budget, on s'en doutait pas. Eh bien oui, il a annoncé ça comme quoi que non seulement c'était, on était supposé dépenser 135 millions du côté de l'écurie américaine, mais on ne le dépense pas. Gene Haas ne donne pas cette autorité-là. Et il disait qu'on avait besoin, besoin de grandes améliorations dans nos infrastructures. Donc ça, on n'a pas nécessairement entendu ça. On pense souvent que on dépensait pas pour le développement de la voiture, mais du côté infrastructure, parce que là, c'est sûr que tous les autres écuries ont commencé à faire des améliorations. On pense finalement à Aston Martin, Lawrence Stroll qui a construit une usine flambant neuve, un campus flambant neuf. Ensuite, on a du côté de McLaren, on a entièrement renouvelé. On a Mercedes qui se prépare là, quand même qu'une écurie qui a gagné 8 championnats d'affilée. Des constructeurs pensent à renouveler ses installations. On a Red Bull aussi qui renouvelle ses installations. Donc, je peux comprendre que du côté de Haas, là, on se retrouve un peu comme avec Williams, qu'on a de ces problèmes-là de fonctionner avec l'équipement qui est désuet. Donc, Gunther Steiner a identifié que c'était le problème principal de Haas avec le fait qu'on ne veut pas dépenser 135 millions. Ce qui est vraiment déplorable, on l'a déjà mentionné. Oui, il y a le dossier Andretti dans l'histoire qui penche dans la balance aussi de dire pourquoi qu'on ne donne pas une écurie à Andretti quand on a une écurie en Formule 1 américaine, Haas, qui ne veut même pas dépenser les 135 millions. Vous m'avez déjà entendu à ce sujet-là. Moi, je trouve que c'est déplorable et je pense que c'est inacceptable. Si vous êtes un peu familier avec les autres sports professionnels où on a des plafonds budgétaires ou des caps salariales, parce que normalement, c'est ce qu'on essaie de limiter dans les autres sports, c'est le budget pour monter notre équipe et non pour construire du matériel comme en Formule 1. Mais ça se retrouve, on peut comprendre que c'est dans le même principe, mais à ce moment-là, on va installer un plancher salarial aussi. Donc moi, je trouve qu'en Formule 1, on devrait installer ce fameux plancher budgétaire-là. Donc c'est forcer les écuries à dire, vous vouliez un plafond, c'est 135 millions, donc vous devez le dépenser. Dans certaines ligues, ce qu'on fait, c'est qu'on va se tenir un peu plus bas en disant, vous avez le droit, mettons, vous avez le droit à 81 millions de dépenses pour les salaires des joueurs. Ben à ce moment-là, on va dire, vous devez dépenser au moins 65 millions pour acheter des joueurs. Vous pouvez pas vous tenir en bas de ça pour assurer une parité dans la ligue. Mais en Formule 1, moi, j'irais pas avec ça. C'est 135 millions le maximum, mais c'est aussi 135 millions le minimum. Trouve une façon, tu sais, t'es certain que quand la saison commence, tu dois dépenser ce 135 millions-là. Autant qu'on a installé des nouvelles réglementations pour essayer de rapprocher le peloton, je pense que ce serait la directive ou le règlement qui
serait le plus profitable à rapprocher le peloton, ce serait celui d'un plancher budgétaire. Donc, j'espère voir ça prochainement en Formule 1. J'espère même qu'on va se pencher sur la cause parce qu'on n'entend pas parler. Mais quand on écoute des écuries comme justement comme Haas ou même comme l'Alfa Romeo Sauber qui n'ont pas dépensé leurs 135 millions, leurs 145 plutôt parce qu'on avait ajusté un peu le montant la saison dernière là, avec l'inflation, ces choses-là. C'est encore pas trop clair cette année, c'est quoi qu'on va avoir le droit. Mais on peut dire de base, là, on peut dire en question de principe 135 millions. Donc on devrait le dépenser, on devrait obliger les écuries à trouver une manière d'investir pour être sûr d'assurer la parité sur la grille. Parlant de parité, eh bien, on a vécu l'inverse de ça lors du week-end, on va en venir plus tard, mais c'est Alpine qui a été frappé par une autre tuile, ou peut-être même, vous pouvez le voir du côté positif, dépendamment comment vous voulez l'interpréter, mais c'est la démission de deux personnes clés, deux employés qui occupent des postes clés chez Alpine. Eh bien, c'est le directeur technique qui a annoncé sa démission, mais sa démission avait déjà été annoncée il y a quelques semaines, mais là, on en a fait l'annonce. Donc, Matt Harmon, qui est le directeur technique, va quitter l'écurie au mois d'avril, ainsi que le directeur du département aérodynamique de l'écurie française, donc Dirk De Beer, qui va quitter aussi. Quand on a vu les performances des voitures, on peut se dire, ça fera pas de tort, parce qu'on voudrait certainement pas que ce soit eux qui soient en charge de la solution. On voudrait non plus que ce soit eux en charge de préparer la prochaine voiture de la saison prochaine, mais à ce moment-là, ça vient quand même causer un trou, puis il faut qu'on se retourne, faut qu'on soit capable de se retourner, là, de trouver des gens qui vont être capables de la remplacer, parce que il y a une chose qu'on va avoir besoin chez Alpine dans les prochains mois, c'est des solutions. On l'a vu la saison dernière, McLaren, on peut pas jeter la serviette nécessairement après un Grand Prix, ni après 2, ni après 3, ni après 4, mais il faut agir tout de suite. Il faut déjà avoir des projets dans si vous me permettez de traduire l'expression anglaise, on dit dans le pipeline, je veux dire dans le tuyau, là, c'est qu'il faudrait au moins qu'on ait des solutions déjà qui peut dire qu'ils s'en viennent. Parce que la saison dernière, si on retourne avec la comparaison avec McLaren, du moment où on a eu le mauvais début de saison, Zach Brown était capable de nous mentionner, de dire on a des améliorations qui s'en viennent au Grand Prix de Bakou, on en a pour le Grand Prix d'Autriche. Donc on avait déjà un plan qui s'en venait. Donc on savait quelle direction qu'on prendrait. On savait que c'était un petit sacrifice, des moments difficiles à traverser en début de saison, mais qu'on allait être capable de progresser en milieu de saison et de retrouver un peu, regagner l'écart qu'on avait creusé là, avec notre mauvais travail durant la saison morte, mais pour l'instant, ça ne semble pas être le cas chez Alpine, puis les personnes qui devraient être en charge de trouver ces solutions-là, ont déjà décidé de quitter le navire qui coule au cours avant même que la saison commence. Là, aussitôt qu'on a fait les tests, on s'est rendu compte que moi, je m'en vais de là. Ça me tente même pas de me creuser la tête à essayer de réparer ce qu'on vient de faire là, donc c'est un peu malheureux pour l'écurie française, mais je vous en avais glissé un petit mot en début de saison, lors de la pré-saison, quand on avait fait le lancement chez Alpine, il y avait une ambiance vraiment spéciale. On voyait qu'il se passait quelque chose, qu'il se tramait quoi en coulisses. Maintenant, on le sait, c'est que les personnes concernées qui étaient les plus proches de la conception de cette voiture-là avaient déjà décidé de quitter. Donc, c'était sûrement une des parties pourquoi l'ambiance était pas facile chez Alpine. C'est ce qui conclut l'actualité. Maintenant, passons au premier week-end de course. Et oui, pour débuter la saison, malgré que ce ne soit pas des week-ends à configuration sprint, nous avons droit à des séances de qualification le vendredi et les Grands Prix le samedi. Eh bien, c'était le temps de lancer la saison et de passer aux choses sérieuses. On avait eu droit, lors de la journée de jeudi, les essais libres, à peut-être des faux espoirs pour certains. On avait mentionné Mercedes, c'était bien comporté. Ensuite, lors de notre épisode, on avait aussi regardé les temps, on avait un peu démêlé ça pour vous. Mais tout d'abord, je vais vous donner les grandes lignes. Puis après ça, on va essayer de voir là un peu qu'est-ce qu'on a pu voir à travers cette séance de qualification-là qui pourrait nous donner des indices peut-être pour les prochains Grands Prix. Mais tout d'abord, la pole position a été signée par le Néerlandais pilote Red Bull, champion en titre, monsieur Max Verstappen, qui a remporté la pole devant Charles Leclerc, George Russell, troisième avec sa Mercedes, Sainz, quatrième au volant de sa Ferrari. Le coéquipier de Verstappen, c'est Perez, qui lui a eu la 5e place. Alonso, 6e à bord de l'Aston Martin, 7e pour Norris. Piastri, dans l'autre McLaren, lui, a signé le 8e temps. 9e pour Lewis Hamilton. Hülkenberg, 10e. Tsunoda, 11e. Stroll, le pilote canadien, 12e. Albon, 13e dans sa Williams. Ricardo, 14e. Magnussen, 15e à bord de l'autre voiture Haas. Bottas, 16e à bord de la voiture verte fluo vert lime chez l'équipe Kick
Sauber, ou vous pouvez l'appeler Stack aussi, dépendamment comme ça vous tente. Et Joe, 17e, son coéquipier. Sargent, 18e dans la Williams. Et les deux dernières voitures, c'est celle des écuries françaises, de l'écurie française plutôt, 19e pour Ocon et 20e pour Gasly. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? On a appris que Red Bull avait une bonne voiture encore une fois cette année. On a aussi appris que toutes les grosses écuries ont pas mal gagné une demi-seconde par rapport à l'an dernier. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu une progression, sauf que Red Bull a aussi gagné une demi-seconde par rapport à l'an dernier. Donc, c'est resté un peu pareil chez les grosses écuries. Quand on parle d'une demi-seconde, c'est plus en mode course, en mode qualification. Il y en a qui ont trouvé ça dur. J'ai vu des commentaires passer, pas sur F1 Podcast, mais en général, sur les réseaux sociaux, certains journalistes. Il y en a qui ont trouvé ça dur ce week-end-là. On avait eu des faux espoirs avec Mercedes lors de la journée de jeudi. Pourtant, lors de notre épisode, on avait un peu déchiffré ça, puis je vous avais dit que si Lewis Hamilton reproduisait une qualification comme il a fait lors des séances d'essais libres, on risquait plus de le voir aux alentours de la 7e, 8e place. C'est à peu près ça qui est arrivé aussi. Donc le temps qu'il avait connu pendant les essais libres, c'était pas rien à tout casser parce que c'était encore en dessous de ce qu'on avait eu pour la pole à Bahreïn en 2023. C'était vraiment la référence là qu'on pouvait se baser pour voir où la progression avait été chez les écuries. Par contre, qu'est-ce qu'il y a de positif à regarder? Si on regarde juste le verre à moitié vide, là on se dit là c'est encore pareil, Max Verstappen va gagner, ça va être plate, blablabla. Mais heureusement, chez F1 Podcast, nos amateurs, nos auditeurs, on connaît la F1, on est des mordus de Formule 1, on sait regarder l'analyse un peu plus loin, puis il va toujours avoir des bagarres en piste, il y a d'autres choses à surveiller que juste la première position, mais admettons qu'on y va là, juste avec Verstappen. Qu'est-ce qui s'est produit? La pole qu'il a signée lors de la Q3, c'est important de savoir que c'est un temps qui était moins rapide que Charles Leclerc en Q2, donc il y a de l'espoir aussi là, on se dit que si Charles Leclerc avait été capable de reproduire le même temps qu'il avait fait en Q2, il aurait eu la pole pour le Grand Prix de Bahreïn, donc le premier Grand Prix de la saison aurait été lancé avec une Ferrari en pole et non une Red Bull. Ça, c'est une information qui est importante à savoir. L'autre chose aussi qui est importante à savoir, à regarder, qui est positif, c'est qu'on avait 6 écuries différentes dans les 10 premières. Donc, on avait bien entendu les 2 Red Bull, on avait les 2 Ferrari, on avait aussi les 2 McLaren, les 2 Mercedes, les 2, une des Aston Martin, puis on avait une Haas aussi qui s'était faufilée là avec celle d'Hülkenberg. Donc, à ce moment-là, quand on regarde, oui, on dit tout le monde a gagné une demi-seconde, Red Bull aussi en mode course, mais en qualification, c'était quand même chaud. Quand on regarde justement que Charles Leclerc aurait pu obtenir la pole, ça c'est positif, ça va être intéressant de voir si on est capable de continuer à bâtir là-dessus du côté de Ferrari et être capable de s'améliorer. De l'autre côté, pour les écuries un peu moins fortes, qu'est-ce qui est arrivé? On a aussi eu des progressions. Croyez-le ou non, Alpine, même si on part dernier, on a eu une progression par rapport à l'année dernière, sauf que c'est la plus faible du peloton. On a gagné 2 dixièmes. Donc, si on dit que les autres ont tous gagné une demi-seconde, puis nous, on a seulement gagné 2 dixièmes, on a perdu par rapport. On est plus rapide que l'année passée, mais l'écart est plus grand parce que les autres ont progressé beaucoup plus que nous. Du côté de Haas, qui est l'autre écurie qui a le moins progressé, même si ça n'a pas paru, on a quand même gagné 4 dixièmes par rapport à l'année dernière. Donc, à ce moment-là. Les autres, là, on parle de chez Williams, puis les écuries, justement, comme Stack, on a fait des gains qui sont supérieurs à une demi-seconde, sauf qu'on part de beaucoup plus loin si on compare toujours au premier week-end de la saison dernière. Donc, on part de beaucoup plus loin, on avait beaucoup de retard. Donc, à ce moment-là, l'écart semble plus grand. Même chose du côté de McLaren, on a gagné plus qu'une demi-seconde, mais c'est toujours par rapport au premier Grand Prix de la saison qu'on se rappelle que ça avait été catastrophique pour Williams. Mais il y a toujours on est quand même serré là dans la part des écuries qui sont à l'arrière de Red Bull. Puis l'autre chose aussi qu'il faut regarder, c'est que entre la 2e position et la 6e, là, ce qui a fait la différence là, entre partir 2e ou partir 6e, on parle d'1 dixième de seconde. 1 dixième de seconde, c'est pas grand-chose en Formule 1. On parle d'une possible petite erreur, une petite distraction, quelque chose qu'on n'a pas, on a manqué un point de corde à ce moment-là, puis on peut perdre ce dixième-là. Donc, c'est ce qui s'est produit ce week-end-ci. Si Charles Leclerc avait fait une petite erreur de plus, il aurait pu se retrouver facilement 6e sur la grille. Donc, ça, c'est important à savoir de dire que dans cet écart-là, on est seulement à 1 dixième dans la différence entre une 2e place et une 6e position. Donc, c'est positif à retenir. Faut pas dire que c'est catastrophique automatiquement à cause de ça. Qu'est-ce qui est à noter aussi? Moi, j'ai été un peu déçu pour la part des Mercedes. Même si, vous savez,
dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai mentionné qu'il fallait descendre nos attentes. On savait que Mercedes n'était pas aussi dominant que ce qu'on avait vu. Sauf que j'ai pas aimé les réponses de Toto Wolff après la première séance de qualification et même après le week-end. Je vous explique pourquoi. Il est venu nous dire que la voiture, c'était une nouvelle voiture, puis qu'on la connaissait pas, puis on continuait de l'apprendre. Je suis d'accord avec lui, puis je l'avais même mentionné lors de la dernière épisode de la saison dernière, comme quoi que ça serait étrange à voir, ça serait quelque chose à surveiller, que Ferrari arriverait avec des nouvelles voitures cette saison, et puis Mercedes aussi. Donc on n'a pas nécessairement des connaissances là. Partout où on va se rendre cette année, ça va être un peu de l'inconnu. On n'a pas des données de l'année dernière parce que c'est pas la même voiture. Mais à ce moment-là, par exemple, qu'est-ce qui est décevant, c'est que oui, on peut pas se fier sur les réglages de la saison dernière, faut les découvrir et tout ça, mais je vais acheter cette excuse-là partout cette année. Mais la seule place où j'espérais ne pas l'entendre et que j'accepte pas cette excuse-là, c'est bien à Bahreïn, parce qu'on a eu 3 séances de pratique, 3 séances de tests la semaine dernière, plus cette semaine, la semaine, le week-end du premier Grand Prix, on a eu 2 séances d'essais libres, donc celle de vendredi matin et de vendredi après-midi. Donc en tout, on a eu 4 jours pour trouver les bons réglages pour le circuit de Bahreïn, puis on n'a pas réussi à les trouver. Donc en Arabie Saoudite, qu'on va tomber à un avant-midi puis un après-midi, ça va être une autre partie complètement. Là, on pourrait dire c'est une voiture neuve, on a pas trouvé les bons réglages, mais qu'avec 4 jours, on n'a pas réussi à mettre le doigt sur ce que ça nous prenait pour extraire la performance. Ce que moi, ça vient me dire que notre fenêtre de performance, elle est très petite et on a de la misère à la trouver. Ce qui a été le problème depuis les nouvelles réglementations en Formule 1 du côté de Mercedes, c'est une voiture imprévisible, puis notre fenêtre de performance est trop petite et trop difficile à trouver. Donc, c'est encore le même problème qu'on semble avoir. Oui, c'est juste le début de la saison, sauf que pour moi, il y a quand même un alarme qui est sonné de dire qu'en fait, après 4 jours, on n'a pas été capable de mettre le doigt sur cette fenêtre-là exactement et d'extraire le plus de performance possible de la W15. Donc, moi, j'ai trouvé ça très décevant comme excuse, comme réponse après le Grand Prix, mais surtout inquiétant pour le reste de la saison du côté des flèches d'argent. D'un côté, il y a eu George Russell qui a décidé de prendre des réglages, lui, de qualification. Puis après ça, on a eu Lewis Hamilton qui, lui, semblait pas du tout dans le coup là, par rapport à son coéquipier George. Puis là, à ce moment-là, lui a mentionné, moi, mes réglages vont être meilleurs pour la course. Donc, c'est ce qu'on va voir tantôt plus loin dans l'émission. On va arriver à la course, on va voir si c'est vraiment vrai. S'il a vraiment réussi à trouver des réglages qui étaient supérieurs en course par rapport à George Russell ou si c'est George Russell qui a trouvé les bons réglages. Encore là, c'est un peu le jour de la marmotte, là. On revient là-dessus de dire, on a George qui part d'une direction, puis on a Lewis qui part dans une autre direction. On n'est pas capable de se dire, c'est où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est pareil chez tous les écuries. Vous allez dire, chaque pilote choisit ses réglages, c'est correct. Mais d'être complètement à l'opposé, puis de dire, moi, j'ai pris cette direction, puis moi, j'ai pris l'autre, c'est qu'on n'a pas encore de ligne directrice, puis on sait pas trop ce qu'on fait. Donc, à ce moment-là, George semble avoir mis le doigt sur de meilleurs réglages pour la qualification. Puis Lewis, lui, il dit, moi, je me suis trompé, j'ai été dans la mauvaise direction. Mais encore là, ça vient ajouter à la complexité chez Mercedes de dire, on a plusieurs hypothèses, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Puis c'est pas nécessairement ce qu'on voudrait. On est encore loin. On a encore une demi-seconde parmi les autres. Mais on est derrière Ferrari. Puis on était proche là quand même. On voyait que les McLaren, si on apporte des améliorations, des choses comme ça, on pourrait se faire prendre. Donc à ce moment-là, il y a tout ça qui reste à surveiller. Mais j'ai bien hâte de voir en Arabie Saoudite avec seulement 2 séances d'essai pour préparation, on va être capable de se reprendre. Mais pour l'instant, je trouve que ça a été très inquiétant du côté des flèches d'argent. Donc, ça va être à surveiller du moins pour le prochain week-end. Et bonne nouvelle, on va avoir des réponses rapidement. Parce que dès jeudi, on va être de retour sur la piste pour ces 2 fameuses séances-là. C'est ce qui conclut les qualifications. Maintenant, passons à la course qui avait lieu samedi. 2 mars, c'était le temps d'éteindre les rouges pour une première fois dans ce marathon de 24 courses qui va se conclure au mois de décembre. Et pour les grandes lignes, pour débuter, c'est Max Verstappen qui a repris où il avait laissé, ainsi que son écurie Red Bull, car il a remporté le Grand Prix de Bahreïn devant son coéquipier Sergio Perez. Donc, un doublé pour l'écurie autrichienne pour lancer la saison. Carlos Sainz, lui, a fini 3e avec sa Ferrari, donc doublé Ferrari à l'arrière, donc Sainz et Leclerc devant Russell, Norris avec McLaren, Hamilton, Piastri, Alonso, la première des Aston qui a passé le fil d'arrivée 9e devant Stroll en 10e place. Joe, 11e à bord de sa Stack Kick Sauber. Ensuite, Magnussen, 12e. Ricardo qui a été la première voiture des Racing Bulls, mais on peut savoir un peu, on peut mettre ça entre parenthèses parce que on a ordonné
à son coéquipier Yuki Tsunoda de laisser passer Daniel Ricciardo, donc l'Australien. On lui dit laisse passer l'Australien devant toi. Tsunoda, ça n'a pas fait son affaire et avec raison. C'était très douteux comme décision, surtout qu'on n'a pas réussi à dépasser la Haas. Des fois, on peut voir ça. Hein, on peut voir ça, la situation comme ça lors d'un Grand Prix. On va dire laisse ton coéquipier passer, il est plus rapide. Puis on veut gagner une position, même s'il n'y avait pas de points en jeu là, mais c'est toujours pour surtout le moral des troupes. Mais à ce moment-là, on avait demandé à Tsunoda de se tasser, laisser Ricciardo passer, mais Ricciardo n'a pas réussi à dépasser Magnussen dans une Haas. Mais à ce moment-là, ce qu'on dit, normalement, c'est t'as pas réussi à accomplir notre mission, ce qu'on avait prévu. Mais à ce moment-là, redonne ta position à Tsunoda, mais ça n'a pas été le cas. On l'a conservé, donc il a terminé devant. Il y a déjà discorde, déjà bisbille à l'intérieur de l'écurie avec le nouveau directeur Laurent Mekies en provenance de chez Ferrari. Donc ça sera à suivre, là, ça promet pour la saison. Quand qu'au premier Grand Prix, on a déjà ça. Il y a aussi le fait que ça a été ma déception de la journée. Hein. Vous savez, là, j'ai parlé beaucoup de Racing Bulls, autant la saison dernière, autant en début de saison. J'en ai pas parlé autant que Zach Brown de chez McLaren, qui mentionnait constamment que c'était dangereux, cette écurie-là, par rapport que c'est la petite sœur de Red Bull, puis on a transmis des informations, on a acheté des pièces, toutes ces choses-là. Ben moi, je m'attendais à beaucoup plus. Surtout que pendant les essais, ça semblait une voiture stable. Donc, c'est vraiment passé quelque chose dans les réglages. On s'est planté. Je pense que oui, peut-être que les pilotes, là, Ricardo mentionnait pendant les qualifications, j'ai pas connu mon meilleur tour, j'ai fait quelques erreurs, ça peut rentrer en ligne de compte, mais de les voir, je pensais les voir peut-être dans un top 10. C'est sûr que on n'est pas si loin que ça. L'année dernière, on était en fond de grille, on a quand même survécu, puis on s'est rendu en Q2, toutes ces choses-là. Je comprends ça. Sauf que j'avais peut-être monté mes attentes un peu trop haut. Je pensais qu'on allait vraiment avec une version un peu modifiée de la RB19, même si on a changé quelque chose, on a le devant d'une Ferrari, ces choses-là. Est-ce qu'on peut vraiment tout mettre ces défauts-là sur le devant, qui est un devant de Ferrari? Je pense pas. Je pense qu'il y a quand même un problème dans ce concept-là. Sauf qu'il y a une chose qui est sûre, c'est une des écuries qui risque de progresser le plus vite dans la saison. Je pense même qu'on a peut-être joué un peu la comédie en début, là, de pas tout apporter ce qu'on avait de la RB19 pour laisser une petite chance là, pour justement calmer les grognes qu'il y avait dans les paddocks, mais au cours de la saison, là, ils seront surveillés. Je suis sûr qu'on va avoir une bonne progression, sauf que je m'attendais qu'on parte de plus près des bonnes positions, dans les positions payantes, qu'on continue de progresser, là, peut-être s'emmener vers les top 5, partir dans le top 10, ou s'emmener vers le top 5, mais là qu'on soit dans les 15 voitures, là, le premier 15, là, ça je m'attendais pas à ça, puis qu'en plus on soit obligé de dire à Tsunoda, tasse-toi, on va laisser passer Ricciardo, qu'on termine derrière Magnussen, ça c'est surprenant. Ensuite, Albon, 15e chez Williams. J'ai encore des doutes, hein, Williams. Je suis curieux, mais j'espère me tromper, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. J'espère qu'on va être capable de bâtir du momentum comme on avait la saison dernière. La saison est encore courte, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas sorti des blocs comme j'aurais espéré. Surtout pour quand on sait qu'on avait délaissé notre voiture rapidement en 2023 pour préparer celle de 2024. Ben, c'est pas ce qu'on voit pour l'instant, en espérant qu'on apporte beaucoup d'améliorations au cours de la saison. Hülkenberg, 16e. C'est pas très représentatif là en début de course. Il a été... c'est un peu de sa faute. Là. Je dirais même que c'est grandement de sa faute, mais il y a Bottas qui le touche un peu à l'arrière de la voiture dans le premier virage, mais il s'est mis dans une position où on le sait à l'intérieur là sur le circuit de Bahreïn, puis sur bien des circuits là, quand on se positionne comme ça, que les voitures qui sont à l'extérieur vont venir nous fermer le chemin. C'est comme ça, puis le virage est un peu spécial. Là. C'est pas un virage très orthodoxe à Bahreïn le premier. Donc à ce moment-là, il s'est fait coincer un petit peu, puis là il a touché l'arrière de la voiture de Stroll. Il a poussé Stroll en tête à queue, puis lui il a eu un aileron qui a dû changer dès le début. Donc c'est pour ça qu'il termine 16e, mais faut quand même souligner là, que Stroll là, il a bien récupéré sa course là, pour terminer 10e malgré l'accrochage, terminer juste derrière Alonso. Hein. Souvent, ces dénigreurs là, vont dire il est trop loin d'Alonso, il est pas capable de rivaliser, mais malgré un accrochage, malgré qu'il a tourné sur lui-même, malgré qu'il a dû arrêter tôt, changer ses pneus, mettre les gommes dures avant tout le monde, dans le fond, il a carrément, il a pas roulé avec ses gommes tendres là, parce qu'il a fait à peine un tour avec, puis c'est un tour qui était acheté au vidange là, parce que quand on fait un tête à queue en débutant, on n'a pas le temps d'extraire de la performance sur ces fameuses gommes tendres là. Puis à ce moment-là, il a quand même réussi à récupérer puis terminer 10e, donc faut saluer son travail, juste derrière le double champion Alonso. Donc je retourne un peu aux grandes lignes, comme je vous disais, 15e pour Albon, 16e pour Hülkenberg, j'étais rendu à lui, 17e pour Ocon, 18e pour Gasly, 19e pour Bottas, qui lui aussi a été dans cette fameuse accrochage-là au départ, puis Sargent, lui qui a terminé 20e, il a retrouvé dans le fond sa position qu'il avait la saison dernière, mais pas d'abandon
même si on y a cru un petit peu là, pour Logan Sargent, qui a dû ranger sa voiture sur le côté, c'est sûr que ça a une grande responsabilité avec sa dernière place. Il a dû, à un moment donné, on pensait que c'était peut-être la fin pour lui, mais pas d'abandon là pour le premier Grand Prix de la saison. C'est un fait rare en Formule 1 normalement, parce qu'on apporte des nouvelles voitures, on sait pas trop ce qui se passe. C'est sûr que c'est pas des nouvelles réglementations, on est à la 3e saison, donc on est un peu plus familier avec ce qui se passe. On a travaillé la durabilité des voitures, toutes ces choses-là, mais de pas voir d'abandon, d'accrochage plus grand qui ont causé une voiture de sécurité, ben c'est sûr que ça a peut-être enlevé un peu au spectacle. Certains diront que ça aurait été le fun d'avoir une voiture de sécurité, mousser ça un peu, rapprocher les écarts, ou même justement un abandon qui aurait provoqué justement une voiture de sécurité. Mais on n'en a pas eu. C'est très rare qu'on a ça, surtout dans un premier Grand Prix de la saison. Eh bien, oui, c'est ce que ça a donné comme les premières données. Qu'est-ce qu'on analyse de ça? Ben, on analyse que Lewis Hamilton nous avait dit qu'il avait bâti ses réglages pour la course. Je pense que maintenant, il est le premier à savoir qu'il n'avait pas bâti ses réglages nécessairement pour la course, parce que ça n'a pas été guère mieux. Là. Ça a été pas mal des mêmes positions qu'il a gardées. Là. Il a terminé 7e. Donc, on a gagné un petit peu, mais s'il n'avait pas nécessairement la voiture pour regagner l'avant, un peu comme un Sergio Perez, lui qui a réussi à s'élancer plus loin puis terminer 2e. Il y a la même chose pour Carlos Sainz. Après ça, qu'est-ce qui est venu un peu changer le spectacle? Qu'est-ce qui a fait que on aurait peut-être pu avoir encore plus de compétition, puis qu'on aurait pu déranger Verstappen, qui n'aurait pas dû finir nécessairement avec 22 secondes d'avance sur son coéquipier? Eh bien, c'est que Charles Leclerc, dès le départ, on a eu un problème avec les freins. Il avait un mauvais ballon dans ses freins, donc il barrait constamment une roue. Et si vous savez un peu là, la configuration du tracé de Bahreïn, le virage 9 particulièrement, le virage 10, c'est très difficile de trouver le bon freinage. Donc en plus, si on arrive dans ces virages-là avec une mauvaise balance, un mauvais ballon dans nos freins, mais à ce moment-là, ça devient catastrophique. Et ce qui se produit, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on a vu, je veux dire, c'est qu'on barre une roue à tous les fois, puis on est obligé de prendre la zone de dégagement. Puis à ce moment-là, ben, on n'est pas à point pour s'élancer dans la grande ligne droite. Parce que c'est ça la complexité de ce virage-là. C'est le 9, le 10, aussitôt qu'on sort qu'on enchaîne, on finit cet enchaînement-là, ben, on doit être capable de repaiser sur l'accélérateur, puis on a une grande ligne droite. Donc, si on est plus lent à repaiser sur le gaz, là, donc à envoyer le carburant dans les injecteurs pour être capable de vraiment gagner en vitesse, ben à ce moment-là, on arrive au bout de la ligne droite et on n'a pas réussi à atteindre la puissance maximum. Donc, si on a quelqu'un derrière nous qui a réussi à point son freinage et son virage, ben à ce moment-là, on est dans grand trouble à la fin de la ligne droite. Puis on a même le DRS si une voiture nous suit à moins d'une seconde à l'arrière. Parlant de DRS aussi, ça m'amène à dire... je sais pas comment vous avez trouvé ça, puis je suis curieux de voir. Vous m'enverrez justement des messages là, sur Messenger. Vous pouvez nous communiquer avec nous sur Facebook aussi, ou notre adresse courriel, je vous le redonne, f1podcast en un mot @gmail.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire là-dessus, c'est plaisant à vous lire. C'est ça, à ce moment-là, c'était le DRS après un tour. Moi, j'avais des inquiétudes face à ça. D'un bord, je me suis dit, ça va être excitant, on va avoir un spectacle. De l'autre côté, je me dis, ça va peut-être désavantager la personne qui a la pole. Ça n'a pas été le cas, mais en même temps, oui, Verstappen a réussi à gagner une seconde après seulement un tour, ce qu'on s'attendait vraiment pas, mais le fait aussi que Leclerc n'était pas capable de le suivre ou n'était pas capable de freiner aux bonnes places, mais ça a fait que ça l'a aidé grandement à ce que Verstappen puisse gagner cette fameuse seconde-là dès le premier tour. Donc après ça, j'avais peur qu'on ait un train de DRS. C'est un peu ce qu'on a eu après le premier tour. Ce qui veut dire un train de DRS, c'est que moi, j'ai le DRS pour vous dépasser, mais le gars en arrière de moi en a un aussi, puis celui en avant de moi, il y en a un aussi. Donc, tout le monde a le DRS, donc on appelle ça un train à ce moment-là, c'est que tout le monde ouvre leur aileron en même temps, donc on gagne pas vraiment un avantage sur qui suit. À ce moment-là, il y a pas mal juste le premier qui, lui, est en désavantage, mais à ce moment-là, c'était réglé avec la seconde chose, mais tout le long, ceux qui suivaient avaient le DRS, donc ça revenait pas mal au même, ils venaient se canceller, on vient annuler l'avantage qu'on peut gagner en ouvrant notre aileron arrière, le dispositif à réduction de traîner. Donc, quand on ouvre l'aileron, c'est un peu comme si on perçait un trou dans quelqu'un qui descend en parachute, là, pour vous donner un peu une version imagée. Donc, vous sautez en parachute, puis un pas fin décide de percer des trous dans votre parachute. À ce moment-là, c'est sûr que votre chute va être accélérée parce que la résistance que le parachute fait pour ralentir, justement, votre arrivée au sol, ben là, c'est pas mal moins efficace parce qu'il y a des trous dedans. Mais c'est la même chose avec l'aileron. L'aileron est fait pour accumuler de l'air, puis descendre vos roues arrière, créer un appui, on dit en anglais le downforce. Ben à ce moment-là, c'est quand on ouvre l'aileron, ben on cancelle ce phénomène-là en partie, puis on laisse l'air circuler, donc on a beaucoup moins de traînée, on est beaucoup moins de résistance, donc on peut gagner de la vitesse, on est beaucoup plus léger dans le vent. Donc à ce moment-là, tout le monde l'avait, fait que ça se cancellait un peu. Ça va être vraiment intéressant de voir ça au prochain Grand Prix, là, en Arabie Saoudite, là, très rapide, entre les murs, un circuit
à moitié urbain, un peu semblable à Montréal, dans le sens que c'est un circuit routier, mais aussi un circuit de course en même temps, proche des murs, de la grande vitesse. Donc ça va être intéressant de voir ça là, entre ce qui va se passer en Arabie Saoudite. Mais à ce moment-là, c'est ça. Sur les performances, oui, le fait que Charles Leclerc a eu des problèmes de frein, mais c'est venu un peu nuire à la bagarre qu'on aurait pu avoir pour la première place. Il y a eu Verstappen qui a été irréprochable encore. Faut le faire, pas d'erreur. On sait sa constance la saison dernière, sa maturité. Ben moi, je l'ai trouvé qu'il a semblé encore meilleur. Ça semblait encore plus facile pour lui, mais comprenez-moi bien. Quand je dis facile, c'est pas parce que n'importe qui serait capable d'accomplir ça, mais dans le sens que il continue de progresser. Tu sais, son apogée, là, c'est une mauvaise nouvelle pour les gens qui ne l'aiment pas, mais son apogée, là, en Formule 1, chez un pilote, là, normalement, on va gagner ça vers 27-28 ans. Il y en a qui juste seulement à 26. Oui, il y a 3 titres de champion, mais il va continuer de s'améliorer, là. Il devrait pas ralentir. Il devrait pas perdre ses acquis, perdre ses réflexes. Il devrait juste commencer à être plus en contrôle, mieux comprendre ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, c'est un peu, je trouve, qu'est-ce qu'on a déjà vu lors du premier Grand Prix. On a vu qu'il semblait encore meilleur que la saison dernière. C'est une longue saison, c'est un marathon, il y a 24 courses, donc on lance pas la serviette, mais ça paraissait bien de son côté, là. Il semblait vraiment stable, il semblait à travailler, puis en plus, on va continuer à développer cette voiture-là, continuer à gagner comme il l'a fait la saison dernière. Une voiture là, qui est vraiment inspirée là, pour les voitures, là, ceux qui connaissent ça un peu, là, les fighter jets, là, les avions de combat, là, de chasse là, pour l'armée. Là, c'est vraiment l'inspiration qu'on prend du côté d'Adrian Newey, avec ces fameuses bosses, là, comme je vous expliquais dans la pré-saison, là, qui servent en partie à venir agrémenter le système de refroidissement de la RB20. Et on sait que Red Bull utilise une ancienne soufflerie de l'armée là, du temps de la guerre. Là. C'est ce qu'on utilise. Donc, on dirait qu'on s'en va un peu dans ce concept-là, puis on emprunte des technologies de l'armée dans notre voiture. Donc, c'est très impressionnant à voir. C'était très impressionnant à voir sur le circuit. Mais il y a quand même des choses qu'il faut regarder. Oui, on peut prendre ça négativement. 22 secondes en avant, c'est terminé. On peut voir ça. Mais on peut aussi voir que Sainz était seulement 2 secondes et demie de Sergio Perez. Ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en considération. Oui, OK, pour l'avant, peut-être que là, on a été floué un peu dans ce qu'on aurait pu voir à cause, comme je ramène, à le fait que Leclerc a eu des ennuis, c'est lui qui était deuxième, mais on a quand même vu Sainz être capable de tenir la Red Bull de Perez avec 2 secondes et demie seulement au fil d'arrivée. Ça, c'est quelque chose à voir, c'est quelque chose qu'on peut bâtir dessus du côté de Ferrari et voir ce qu'on peut améliorer, de dire si on est capable de donner 4 freins qui fonctionnent à nos 2 pilotes, on est peut-être en mesure d'avoir une compétition puis d'aller chercher des points. Du côté de Mercedes, ben Russell, on a eu des ennuis, on disait que le système de refroidissement. On devait demander aux pilotes de lever le pied. Puis ça, c'est un peu inquiétant parce qu'il faisait pas froid. Donc, des problèmes avec des systèmes de refroidissement quand il fait pas froid. On veut pas ça parce qu'on sait qu'au cours de la saison, justement, on s'en va en Australie dans quelques courses. On va en avoir des situations pas mal plus chaudes que ce qu'on avait ce week-end. Donc, ça va être important. Mais encore là, est-ce qu'on avait choisi les mauvaises configurations? Est-ce que c'est vraiment un problème de la voiture ou on a dit, justement, il fait froid, on n'a pas besoin d'emmener des aussi gros radiateurs? Parce que sachez que ça, on peut modifier ça entre les Grands Prix. Là. On peut décider de dire, on n'a pas besoin des radiateurs aussi gros, on n'a pas besoin d'un système de refroidissement aussi imposant, on va diminuer ça, parce que, puis là, c'est peut-être là qu'on s'est trompé aussi chez Mercedes, mais on avait des problèmes, on était obligé de demander de faire du fameux lift and coast. Qu'est-ce qu'on parle quand on dit du lift and coast? C'est qu'on demande aux pilotes de lever le pied et de laisser la voiture freiner par elle-même. Donc, à ce moment-là, quand on lève le pied, la voiture ralentit, puis on peut freiner plus loin, à la place de rouler plus vite, puis freiner à la dernière, freiner plus rapidement parce qu'on veut ralentir plus chaud, on peut freiner à la dernière minute à ce moment-là. Donc, on appelle ça du lift and coast, on brûle un peu moins de carburant, puis on laisse la voiture refroidir un peu en réduisant l'énergie qu'on demande au moteur. Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on demandait de faire à Russell, autant de son côté à lui que du côté de Lewis Hamilton. Donc, c'est pas mal ça, là, comme je vous dis, dans ces configurations-là, qui reste à voir c'est quoi le problème. L'autre chose qui m'a dérangé lors du week-end, vraiment, là, ça m'a dérangé, puis je trouve que ça le nuit au spectacle, c'est la stratégie d'Aston Martin. Je sais pas qu'est-ce qu'on attendait. Je sais que Fernando Alonso est capable de ménager ses pneus. Il l'a même dit, on va laisser les autres brûler leurs pneus. Sauf que tu les laisses brûler jusqu'à quand? Jusqu'à la semaine prochaine, parce que ils vont avoir des nouveaux pneus la semaine prochaine. Fait que je sais pas pourquoi que à un moment donné, c'est beau, là. 15, 20, 30 tours, 40. Mais à un moment donné, t'es rendu à 50 tours, t'attends quoi? C'est correct que toi, tu vas ménager tes pneus, là, mais on va pas te donner un prix à la fin de dire bravo, tes pneus sont très beaux, maintenant la course est finie, on en donne des nouveaux à tout le monde la semaine prochaine. C'est quoi qui s'est passé là? Pourquoi qu'on attend? Oui, OK, une voiture de sécurité. Je le disais en début, c'est très rare pas de voiture de sécurité. On attendait ça. Mais à longue, là, quand ça fait 30 tours, là, il n'y en aura pas de voiture de sécurité ou mise sur d'autres choses. Change tes pneus. Pendant que tout le monde a changé,
je sais pas qu'est-ce qu'on faisait. Je sais pas autant que du côté de Lance Stroll, on a bien fait, mais c'est encore là, on peut pas vraiment attribuer beaucoup de mérite à Aston Martin. On lui a mis les gommes dures parce qu'il y a eu un accrochage en début de Grand Prix. Donc bravo, mais c'était la chose à faire. On pouvait pas juste le laisser rentrer au puits puis pas y mettre des gommes dures. On lui a mis des gommes dures puis on lui a dit vas-y, va avec ça, on va gagner du temps. Tu vas faire une longue suite sur tes pneus durs, mais à ce moment-là, mais du côté d'Alonso, je sais pas ce qu'on attendait. Mauvaise stratégie. On avait vu ça la saison dernière aussi, que des fois, on se trompait de ce côté-là. Puis ça, c'est de quoi qu'il va falloir travailler du côté d'Aston Martin, l'écurie de Lawrence Stroll, si on veut vraiment aspirer à devenir espérer devenir une bonne écurie et vouloir compétitionner avec les meilleurs, ben il va falloir vraiment qu'on travaille sur nos stratégies. J'ai pas aimé ce que j'ai vu lors du week-end. C'est quelque chose qu'on peut exploiter, le fait que Fernando Alonso est capable de ménager ses pneus, mais ça a ses limites, ça aussi. Cette stratégie-là est bonne, mais faut que tu saches la monnayer. Puis ça, je trouve qu'en fin de semaine, on l'a pas fait. On a trop attendu, puis ça a rien donné. Finalement, on s'est tiré dans le pied à trop attendre, finalement. Le jeu de patience s'est reviré contre nous autres. Ensuite, oui, c'est ça. L'autre affaire, qu'est-ce qu'on dit de Mercedes? Mais Mercedes, on dit que au bout de la ligne, ils sont 45 secondes en arrière des vainqueurs. C'est pas mal ce qu'on était la saison dernière aussi. Malgré 50 secondes du côté de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui nous mentionnait qu'il avait choisi une configuration de course. Ben, c'est ça. Fait qu'on a 46 secondes pour Russell, puis on a 50 secondes pour Hamilton, donc j'ai pas été impressionné par les configurations de course autant du côté de Russell que du côté d'Hamilton. On va avoir quelque chose à travailler en Arabie Saoudite avec les grandes lignes droites. Je pense pas que ça va nous aider, mais en tout cas, ça reste à voir. Peut-être qu'on a des petites surprises ou on sait exactement ce qu'on n'a pas fait de bien, puis on va être capable d'améliorer ça. Mais ça, c'est un point c'est assez négatif pour les flèches d'argent. Pour moi, c'est pratiquement un week-end à oublier. C'est sûr que si on avait donné des points pour les essais libres, en ce moment-là, ça aurait été un bon week-end, mais on ne fait pas de points en essais libres. Donc, la première place de Lewis tombe aux oubliettes. On bâtit sur le concret, puis le concret, il n'y en a pas eu beaucoup. Le résumé, c'est qu'on est 45 secondes encore de la tête. Donc, il va falloir revirer la situation, il va falloir trouver quelque chose parce qu'on n'est pas bien parti, on n'est pas dans la bonne direction pour ce début de saison-là. Mais, je le disais, la bonne nouvelle, c'est un marathon et non un sprint. Et puis, en terminant, avant de passer aux questions que vous nous avez envoyées, félicitations, une mention à Eric Lindros sur les prédictions. On fait ce petit jeu-là depuis la saison dernière. Avant le Grand Prix, avant que le Grand Prix commence, on met vos prédictions. Donc, vous avez la chance de marquer le top 5. Top 3, là, c'est facile. Là. Juste le podium, facile, vous savez. Là. Mais top 5, ça vient rendre ça un peu plus compliqué. Eric Lindros, lui, il a eu le top 3. Il a finalement, lui, qui était contre les prédictions. Il dit, c'est trop dur, j'aime pas ça, je réussis jamais. Ben là, c'est ça. Cette saison, il nous a impressionnés dès le départ avec les 3 premiers. Donc, il a mentionné que Verstappen allait remporter le Grand Prix. Perez allait terminer 2e. Il avait pris Carlos Sainz pour venir 3e. Donc, félicitations à Eric Lindros. Maintenant, passons aux questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger et notre adresse courriel f1podcast en un mot @gmail.com. La première question nous vient de Jillian qui nous demande qu'est-ce que c'est que ça, les Grands Prix, les samedis? Est-ce la nouvelle formule? Non, ce n'est pas la nouvelle formule. C'est qu'on voulait éviter une fête religieuse nommée le Ramadan qui débute dans les pays musulmans, partout dans le fond, à travers le monde, à partir du 10 mars. Donc, c'est ce qu'on voulait éviter. On aurait eu le Grand Prix d'Arabie Saoudite le 10, donc ça aurait causé des problèmes. On a dit, on va le devancer, on va placer le Grand Prix le 9 mars. Sauf que, il y a un règlement qui stipule qu'on peut pas tenir 2 Grands Prix en moins de 7 jours. Donc, si on avait décidé de laisser le Grand Prix de Bahreïn comme il était prévu normalement de le faire un dimanche, mais à ce moment-là, on serait arrivé et on n'aurait pas pu faire la course un samedi en Arabie Saoudite. Donc, on se devait de devancer les 2 Grands Prix d'une journée. La deuxième question nous vient de Chavo, qui nous écrit du Mexique, justement. Salutations à Chavo et à tous ces gens qui nous écoutent, qui écoutent F1 Podcast en direct du Mexique ou de partout dans le monde, surtout un podcast en français. Eh bien, la question de Chavo est, j'aimerais connaître votre opinion sur la série Netflix Drive to Survive. Eh bien,
Oui, c'est très polarisant chez les partisans de Formule 1. J'étais content, là, j'ai vu dernièrement des sondages où les gens répondaient honnêtement, disaient qu'ils apprécient cette série-là. Eh bien, moi, j'en fais partie. J'ai aucun problème avec Drive to Survive parce que je pense que tout le monde est servi là-dedans. Quelqu'un qui connaît moins la Formule 1, eh bien, peut découvrir le sport, en apprendre, et même si c'est romancé, puis ça ajoute un peu de piquant à la personne pour lui donner le goût, là, susciter l'intérêt de dire moi je vais regarder ça parce que ça m'intéresse, ben tant mieux, c'est mission accomplie. Puis la romance, puis l'action qu'on vient rajouter, ben les personnes qui connaissent un peu plus le sport puis qui sont capables de se faire une opinion, de dire oh non ça c'est pas vrai ou ça c'est... on essaie de créer une rivalité où il n'y en a pas, ben justement on connaît ça, fait qu'on est capable de passer par-dessus ça puis on dit oh, ça a été un peu empiré ou ça a été un peu exagéré, mais après ça on passe, ça ne nous dérange pas plus longtemps, on le sait que justement ça fait partie de la situation, c'est un spectacle. Justement, George Russell le mentionnait, puis je suis entièrement d'accord avec lui. La Formule 1, c'est un sport, mais le sport est un spectacle. Donc, il ne faut pas déroger de ça. La série Drive to Survive, elle sert tout le monde. Ça nous permet de voir des scènes qu'on ne verrait pas normalement lors des week-ends de course. Autant qu'on peut réécouter toutes les entrevues, regarder tout ce qui se passe, des discussions de contrat entre Lewis Hamilton et Toto Wolff. On verrait pas ça lors d'une émission, que ce soit à n'importe quel poste de télévision que vous choisissez, que ce soit RDS, TSN, le réseau F1 TV, toutes ces choses-là. On verrait pas ça. Donc Netflix nous emmène vraiment dans les coulisses, nous permet de voir des scènes qui sont que j'ai jamais vues. C'est ça qui est intéressant. Ça nous permet de voir d'autres angles, connaître les pilotes différemment. On a des opinions des fois plus arrêtées là parce qu'on les connaît dans leur voiture, mais là ça nous permet de les voir sur un autre angle. On les voyait en vacances, on voit les directeurs d'écurie. On est vraiment en train de créer des vedettes. Ce qui est complètement une autre pensée, l'envers de la pensée de Bernie Ecclestone, qui dans le temps voulait mettre le focus sur les voitures et les écuries. Mais le problème, c'est qu'une écurie et une voiture, ça n'a pas de personnalité. Les directeurs, par contre, et les pilotes sont les vraies vedettes de ce sport, et c'est ça qu'il faut mettre à l'avant, et c'est ce que la série Drive to Survive c'est la mission de la série Drive to Survive, et je dois avouer que c'est mission accomplie. Donc j'ai rien contre cette série-là, je la recommande aux gens, et puis si jamais vous avez des questions sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, ben on en parlera, mais encore là, ça laisse place à votre interprétation comme toutes les émissions de TV. C'est ça, moi j'aime bien ça, puis je veux que ça demeure. Je suis content qu'on est déjà en train de prendre des images pour une possible saison 7, parce que je pense que Drive to Survive fait beaucoup plus de bien que de mal, que ce soit dans n'importe quel autre sport. Quand on fait ce type de série-là, c'est toujours bien accueilli. On parle un peu plus proche ici au Québec, on a eu CH24, au Canadien 24 comme ça. Les gens aimaient cette série-là, finalement on en a mis fin parce que les nouveaux entraîneurs, parce qu'on voulait passer à d'autres choses, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, autant dans les sports, le soccer, on en a au golf, on en a au NASCAR maintenant, puis c'est vraiment juste en Formule 1 qu'on accueille ça d'une drôle de façon, qu'on dirait, ben là, ça crée des nouveaux partisans, ça vient bousculer notre univers, on n'aime pas ça, comme si on était un petit cercle fermé, puis là, nous, là, c'est bien important qu'on n'accueille pas des nouveaux partisans dans notre sport, là, parce qu'on est un club restreint, puis on choisit qui rentre, qui regarde la Formule 1. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là, pour les gens qui ont cette pensée-là, ben, excusez-moi, mais vous êtes dans le champ. La Formule 1, ça appartient à tout le monde, à n'importe qui veut s'intéresser à ce sport-là, de n'importe quel calibre de connaissances. C'est ce que Drive to Survive fait. Ça ouvre les portes grandes à n'importe qui veut le bien, qui veut s'intéresser au sport. C'est ce que F1 Podcast fait aussi. Donc, aucun problème avec Drive to Survive. Bien content que ça soit là. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 4 mars. En terminant, simplement vous mentionner que demain sera le premier anniversaire du F1 Podcast. Que F1 Podcast, c'est quoi? C'est tout près de 1500 followers. C'est 47 épisodes écoutés dans 14 pays, dont le Cameroun, l'Espagne, le Gabon, l'île de Réunion, l'Algérie, Madagascar, le Brésil, le Mexique, le Luxembourg, la Belgique, le Chili, les États-Unis, la France et bien sûr le Canada. Et tout ça pour vous dire merci beaucoup de nous soutenir, merci de continuer à nous ajouter à vos habitudes, nous faire confiance, donc en nous suivant sur Spotify, mais aussi sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et tous les autres. Merci d'ajouter des mentions j'aime, c'est ce qui nous aide à faire grandir la page. Et si vous connaissez des commanditaires qui voudraient partager ou qui voudraient faire connaître leur entreprise à travers notre podcast, eh bien nous sommes toujours intéressés à signer des partenariats, à être commandités et donner une visibilité à des commerces qui soit d'ici ou d'à travers le monde. Donc, passez le mot. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise et ça vous intéresse de sauter dans l'aventure du F1 Podcast et de rejoindre des amateurs passionnés de course automobile, eh bien, c'est l'endroit pour vous. Donc, en terminant, je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode qui sera jeudi. Ce sera votre guide pour l'Arabie Saoudite 2024. Et d'ici là, bonne semaine!